Bien le bonjour. Aujourd'hui, une vidéo où je te raconte une histoire. Je vais tout simplement te parler de l'histoire de l'homme le plus gros de la planète. Je vais te raconter un petit peu son histoire, on va regarder un petit peu les défis qu'il a dû relever en matière de santé et voir un petit peu dans quel état de santé il se trouve aujourd'hui. Et puis on regardera si dans le passé, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas eu au moins un être humain qui a été plus lourd que lui. Bien, on va donc parler de l'homme le plus lourd de la planète. Son nom, c'est Juan Pedro Franco. Avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, j'aimerais que tu te poses 2 secondes et que tu essayes de réfléchir dans ta tête, à ton avis, c'est quoi le poids de l'homme le plus lourd qui a vécu sur cette planète? À ton avis, quel est le poids maximal qu'un être humain, un homme en l'occurrence, peut-il peser tout en restant vivant? Réfléchis un petit peu à ça, et puis tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo que je vais t'apporter des réponses, et puis à la toute fin, je te dirai c'est quoi le record de tous les temps de toute l'humanité, de la personne la plus lourde qu'on ait recensée. Mais revenons-en à Juan. Juan devient célèbre en 2017 quand il devient officiellement l'homme le plus gros de la planète. Il a 32 ans au moment du record, puisqu'il est né en 1985 à Aguascalientes, au Mexique. Bon, faut savoir que Juan, il a toujours énormément souffert de son poids depuis sa plus tendre enfance, et déjà à l'âge de 6 ans, Juan pesait plus de 60 kilos, à 6 ans. C'est 2 fois plus que ce qu'il devrait peser, c'est le poids d'un adulte d'1,65 m normalement. Ça a continué comme ça pendant toute son enfance et son adolescence, et à l'âge de 17 ans, il avait déjà dépassé la barre des 200 kilos. Et donc comme je te le disais, son record de poids, il a atteint à l'âge de 32 ans, âge auquel il pesait 595 kilos. Ça fait la moitié d'une tonne. Je ne sais pas si tu arrives vraiment à visualiser ce que ça représente. Et bien évidemment que là, on parle d'une obésité très sévère, ce qu'on va appeler une obésité morbide, une obésité qui est telle que son cœur peut s'arrêter de battre à chaque instant. Alors quand on l'interviewe et qu'on lui demande un petit peu comment il en est arrivé là, la première explication qu'il donne, c'est une maladie de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située ici et qui entre dans le métabolisme de la quasi-totalité des hormones du corps. Et encore une fois, je te le répète, les hormones, c'est des messagers qui vont appuyer sur différents petits boutons dans ton corps et dans ton cerveau pour te permettre de sentir telle ou telle énergie, telle ou telle émotion. Quand tu es fatigué, c'est à cause d'une hormone. Quand tu as faim, c'est à cause d'une hormone. Quand tu es excité, c'est à cause d'une hormone. Quand tu as peur, c'est à cause d'une hormone. Je sais pas si tu as déjà vu le film Vice Versa, où on a des petits personnages qui sont liés à des émotions qui appuient sur des boutons. C'est un petit peu ça le travail d'une hormone. Donc Juan avait cette maladie de la thyroïde, il avait donc une hypothyroïdie, ça veut dire que sa thyroïde fonctionnait au ralenti. Et donc ça va engendrer différents problèmes de santé, particulièrement liés à son alimentation, à un métabolisme qui va permettre de brûler les graisses qui est ralenti, des sensations de faim et d'appétit qui sont un peu plus anarchiques, un stockage plus facile des graisses et globalement une fatigue généralisée. Alors bien évidemment, ça c'est la première chose qu'il met en avant, mais je vais être complètement honnête avec toi, c'est une excuse. Pourquoi ça? Parce que des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, j'en rencontre au quotidien. Ma femme est hypothyroïdienne et elle fait pas 600 kilos, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que qui a un problème de base, qui a engendré un léger surpoids pendant son enfance, bien évidemment. Ok, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais se cacher derrière cette logique pour dire que c'est ça qui a amené à 600 kilos, non, on peut pas dire ça. D'ailleurs, quand on écoute ses interviews et qu'on explore un peu plus ses habitudes alimentaires, on comprend surtout que c'est surtout sa qualité alimentaire qui tient pas la route. Et en fait, il est né dans une famille où déjà, il n'y a pas du tout de bases alimentaires qui sont saines. Il donne pas de détails très précis sur les quantités qu'il ingère ou qu'il ingérait au quotidien. Tout ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il mangeait n'importe quand et n'importe quoi. Bien évidemment, tout ça, ça n'est pas sans avoir d'impact sur sa santé. Et le fait qu'il ait décroché ce record du monde a tout de suite été associé avec la découverte d'une maladie, un diabète de type 2. Bien évidemment, il n'a pas décroché ce record du monde sans en payer le prix. Il a fait plusieurs examens médicaux et on a découvert de nombreux problèmes de santé chez lui. Bien évidemment, il avait déclenché un diabète de type 2 et de l'hypertension. Ça, c'est 2 éléments qui sont très classiques avec des obésités comme celle-ci. Mais en plus de ça, il commençait à déclencher des pathologies pulmonaires et son hypothyroïdie s'était terriblement aggravée. Il a donc décidé de prendre sa vie en main, sa santé en main, de perdre du poids. Bien, donc en 2017, Juan se dit « c'est bon ». J'en ai marre, j'ai fait n'importe quoi, bref, j'ai quand même eu cette médaille, j'étais content 5 minutes, mais là je vais mourir, quoi, tout simplement. Donc il faut que je fasse quelque chose pour changer. Il entreprend donc de modifier complètement ses habitudes alimentaires et il décide d'adopter désormais le régime méditerranéen. On appelle aussi ça le régime crétois, et même si j'aime pas ce mot de régime, mais c'est plutôt une façon de s'alimenter, on va dire, moi je l'aime plutôt très bien, parce qu'il y a des valeurs que j'apprécie quand même beaucoup. L'utilisation de bonnes huiles, l'huile de noix, l'huile d'olive notamment, le fait de manger des fruits et des légumes frais et de saison, le fait de manger souvent aussi du poisson, des coquillages et des crustacés, le fait d'utiliser énormément d'épices, de condiments, d'ail, d'oignons et d'échalotes. Bref, c'est un modèle alimentaire qui, selon moi, a des bases qui sont très intéressantes.
En parallèle de tout ça, bien évidemment, il a dû faire de l'exercice. Par contre, calme-toi, réfléchis 5 secondes, il fait 600 kilos. Il n'est pas parti courir, non. Il n'a pas été faire un match de badminton. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Il a fait de l'exercice alité en ne commençant par ne bouger que ses poignets puis ses bras, avec des systèmes un petit peu originaux et ingénus, notamment des pédaliers de vélo qui étaient accrochés au plafond ou au mur pour lui permettre de bouger les bras progressivement. Et en parallèle de tout ça, bien évidemment, il avait un suivi médical très précis et très régulier. Quasiment tous les jours, il avait un médecin qui passait prendre de ses nouvelles pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer dans son corps et si les choses allaient dans la bonne direction, sans menacer sa santé, bien évidemment. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, l'objectif, il n'était pas uniquement de lui faire perdre du poids. Quand on part de 600 kilos, on n'a pas forcément le temps de laisser une perte de poids classique se faire. L'objectif, c'était de faire en sorte qu'il perde du poids le plus vite possible pour qu'il puisse être opéré le plus vite possible. Et le but de l'opération, bien évidemment, c'était de faire en sorte de réduire la taille de son estomac. Tu as déjà entendu parler de ces chirurgies, on appelle ça des chirurgies bariatriques, et les plus connues sont souvent la sleeve ou le bypass, même si les principes sont un peu différents. Bon, il a réussi à perdre du poids progressivement, petit à petit, et ça lui a permis enfin de sortir de chez lui pour pouvoir aller à l'hôpital se faire opérer. À ce moment-là, il pesait encore plus de 500 kilos, et c'était la première fois en 6 ans qu'il voyait l'extérieur de sa chambre. Bien évidemment, c'est logique. Imagine-toi te déplacer, ne serait-ce qu'au sein de ta maison, je ne sais même pas s'il passe les portes quand tu fais 600 kilos, et imagine-toi mettre les pieds dehors. Impossible. En parallèle de tout ça, ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que là, on est vraiment sur 600 kilos. Bon, allez, t'enlèves le squelette et t'enlèves un peu l'eau, mais de pur gras. Étant donné qu'il ne bouge pas du tout, il a fait une dénutrition très intense, ce qu'on appelle une sarcopénie très intense, c'est-à-dire qu'il a fait quasiment disparaître la totalité de ses muscles périphériques, quoi. Les muscles des cuisses, les muscles du bras. Il a encore du muscle, sinon il ne serait pas vivant, les muscles qui permettent de respirer, ce genre de choses. Mais là, il a perdu énormément de tissu musculaire. C'est différent d'autres cas d'obésité, où on va avoir parfois des personnes qui sont au-delà des 100, 120, 130, 140 kilos, mais comme ils se déplacent au quotidien avec une charge sur les épaules, et ben sans le vouloir, ils ont énormément de muscles en dessous. Moi, j'ai des cas comme ça de personnes que j'ai aidé à perdre 20, 25, 30, 37 kilos, je crois que c'était le plus, où finalement, le mec, en dessous son tissu gras, il était très galbé parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il se déplace avec une charge sur le dos supplémentaire que ce qu'il devrait avoir. Et puis, ce qu'il faut que tu te dises aussi, c'est que se déplacer, c'est très compliqué pour lui d'un point de vue musculaire, mais c'est aussi très compliqué d'un point de vue de ses organes. Comme il y a 600 kilos à déplacer, on a des risques de cœur qui s'emballe, de poumons qui s'emballent, de respiration très vite saturée. Et le risque, finalement, c'est que cet essoufflement mène à la suffocation et mène finalement au décès ensuite. Mais bon, bref, Juan, il a réussi à perdre quelques kilos et il a donc pu se déplacer à l'hôpital pour subir 2 opérations différentes. La première opération, elle est classique, ce qu'on appelle un manchon gastrique. On a diminuer la taille de son estomac. La deuxième opération, qui a eu lieu 6 mois plus tard, porte cette fois le nom de bypass ou de dérivation. Cette dérivation ou ce bypass, en fait, ça consiste à court-circuiter la communication qu'il peut y avoir entre l'estomac et l'intestin. Le premier objectif, c'est de diminuer encore une fois la capacité d'accueil des aliments de l'estomac, mais aussi de faire en sorte de court-circuiter une partie des intestins où sont absorbés certains nutriments, particulièrement les graisses et les sucres. Et donc cette double opération, elle lui permet de manger moins, mais aussi d'absorber moins du gras et du sucre qu'il aurait pu potentiellement consommer. C'est ce qu'on appelle un pontage gastrique. Le bilan de tout ça, il est plutôt positif. Son estomac a diminué de 3/4. Il avait une capacité gastrique supérieure à 1 litre. Et il est arrivé à un estomac d'à peu près 300 millilitres. Dis-toi que 1 litre d'estomac, c'est vraiment gigantesque. Je sais qu'on te dit souvent que l'estomac se détend et prend de plus en plus de place plus on mange, mais c'est un protocole qui est très lent et très progressif. On parle de quelques millilitres de plus de capacité d'accueil des aliments. Un estomac normal, on va dire, va accueillir entre 400 millilitres et 500 millilitres. Lui, il était à plus d'1 litre. Ça veut dire qu'il avait un estomac plus de 2 fois plus gros que la norme. Bref, il fait ses opérations et il continue bien évidemment après à manger ce fameux régime méditerranéen avec des quantités adaptées et à faire de l'activité physique. De plus en plus d'activité physique et une activité physique de plus en plus globale. Fini de pédaler uniquement avec ses avant-bras. La révélation, c'est le jour où vraiment il arrive à se dresser sur ses 2 pieds et à faire un pas. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. C'est le début de quelque chose parce qu'à partir de ce jour-là, il va pouvoir petit à petit ajouter un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il va augmenter progressivement ce qu'on appelle son périmètre de marche. Les jours s'écoulent, les semaines, les mois, les années, et 3 mois après son record en 2017, on est maintenant en 2020, Juan a perdu 315 kilos. Il ne pèse plus que 280 kilos. Donc bien évidemment, c'est une perte de poids vraiment colossale, énormissime, qui a été
bien sûr très très positif pour sa santé, mais il a quand même eu une alerte de santé très très rude, puisqu'il a contracté le Covid dès les premières vagues. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à le vaincre, à mon avis avec 300 kg de plus, ça ne serait pas passé comme ça, et depuis il continue encore et encore de perdre du poids. Aujourd'hui, il en est à plus de 400 kg de perdu, et c'est devenu quelqu'un qui est un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, parce que forcément, ça peut inspirer, et ça demande quand même un petit peu de respect et d'admiration d'imaginer ça, quoi. Tu te rends compte ? 400 kg de perdu. Mais malgré ça, même si 595 kg, tu peux te dire que c'est quand même conséquent, Juan n'est pas l'être humain le plus lourd qui ait été enregistré sur la planète Terre. Déjà avant lui, il y a un autre Mexicain qui avait fait parler de lui, qui s'appelait Manuel Uribe, et qui battait ce bon vieux Juan de seulement 2 kg, puisque son record était de 597 kg. Manuel, il est mort en 2014 des complications liées à son obésité. Il n'a jamais réussi à perdre un gramme, et c'était pas vraiment son objectif d'ailleurs. Mais le recordman, l'être humain le plus lourd qu'ait connu la planète Terre, en tout cas le plus lourd de parmi ceux qu'on a pesés et qu'on a recensés, il s'appelle John. John Brower Minock, pour être précis. Il est né en 1941 et il a atteint le poids record de 635 kg. Je te demandais en début de vidéo, selon toi, quel était le record. Est-ce que tu imaginais que c'était autant ? Mets-moi un petit peu en commentaire ce que tu avais en tête. Cette fois, on a passé la frontière, on n'est plus au Mexique, on est aux États-Unis, mais tu vois que quand même, les records se trouvent vraiment dans cette région-là de la planète, l'Amérique du Nord. On le sait, avec un patrimoine culinaire pas forcément génial, et puis un accès à des aliments de qualité qui est parfois compliqué pour certaines de ces populations. Bien évidemment, aujourd'hui, malheureusement, il est décédé, John, il est mort à l'âge de 43 ans, des complications liées à son obésité, mais il laisse une trace un petit peu indélébile, puisqu'il est le recordman de l'être humain le plus gros de l'humanité. Alors pourquoi je t'ai parlé de ça aujourd'hui ? Premièrement, j'avais envie de changer un petit peu de format, et moi j'aime beaucoup écouter des histoires, et j'ai envie de te raconter une petite histoire. Deuxièmement, il peut y avoir quelque chose d'inspirant dans l'histoire de Juan. Il a perdu plus de 400 kilos, il est à quasiment 450 kilos de perdu aujourd'hui, puisqu'il est à 150 kilos, tu vois. Donc, ça doit être quelque chose qui peut te montrer que c'est possible, quoi. On peut toujours y arriver, on peut faire les choses correctement, mais il faut avoir la bonne méthode. Peut-être aussi le bon entourage, les bons médecins, et puis la volonté, bien sûr. Mais si John, il a perdu 450 kilos, crois-moi que tu peux en perdre 10, 15, 20, 30. Mais encore une fois, il faut bien faire les choses. Je voulais aussi te parler de ça parce qu'en fait, il y a des études de santé particulièrement faites sur l'OMS qui ont montré que la région des Caraïbes et l'Amérique latine rassemblait un pourcentage de plus de 58% de personnes en surpoids. En France, on est à peu près 48%. Et en fait, ce qui est particulier ici, c'est qu'on va avoir des pays comme le Chili, le Bahamas ou le Mexique, qui est un pays vraiment, malheureusement, recordman du monde de l'obésité, où on va avoir vraiment cette problématique de l'obésité qui commence à s'étendre. Il y a quelques temps, l'obésité était liée à l'opulence, donc c'était quelque chose de très occidental dans des pays qui étaient très développés. De plus en plus, l'obésité gagne du terrain et va aller dans des pays comme cela avec un niveau de vie nettement moindre à ce qu'on pouvait imaginer finalement. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sont ces pays qui commencent à être les plus touchés par l'obésité ? Pourquoi est-ce que ce sont les pays pauvres, voire les pays en voie de développement, où la courbe de l'obésité évolue avec le plus d'intensité ? Eh bien ça, c'est lié à quelque chose qu'on appelle le besoin d'identification. Ces pays en voie de développement ont pour modèle des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Japon, c'est-à-dire des pays qui sont des puissances mondiales depuis très longtemps. Et comme ces pays se développent petit à petit, ils prennent un petit peu pour exemple la courbe de croissance de ces pays développés, mais ils ne prennent pas que ça pour exemple. Ils prennent aussi la culture, on le voit notamment avec Bollywood en Inde, et ils prennent bien évidemment aussi l'alimentation. Et du coup, on se retrouve avec des populations qui vont surconsommer du fast-food, du coca, voire même de l'alcool, ce genre de choses, alors que, historiquement parlant, ce ne sont pas du tout des aliments qui font partie de leur patrimoine culinaire. Ici, je te parle de ça à l'échelle internationale, mais ça, ce besoin d'identification, moi, je le croise au quotidien. Je travaille beaucoup dans des secteurs sociaux, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'obésité et le surpoids sont quand même souvent liés à des budgets alimentaires qui sont très très limités, associés à un manque de connaissances d'un point de vue alimentaire. Et quand je vais comme ça en secteur social, je suis toujours très étonné du contenu du caddie des personnes en situation de précarité sur le premier plein de courses du mois. Alors attention, je généralise un petit peu, c'est pas le cas du tout pour toutes les personnes, mais j'ai vu énormément de ces personnes en centres sociaux qui manquent vraiment énormément d'argent faire un premier plein de courses avec uniquement des marques à l'intérieur. Du Coca-Cola, des chips, des glaces, des bonbons. Et quand tu discutes un petit peu avec eux, en fait, ils t'expliquent qu'ils ont des enfants et que c'est important qu'ils puissent permettre à leurs enfants de consommer parfois des produits qu'ils pensent réservés aux plus riches. C'est exactement la même logique que finalement tu vas retrouver parfois des personnes qui sont blindées de pognon et qui mettent pas du tout d'argent dans les marques de luxe. Et les marques de luxe, avec les gros logos Balenciaga et Louis Vuitton, vont plutôt être achetées par des personnes qui ont nettement moins de moyens, encore une fois, avec ce besoin d'identification.
D'ailleurs, cette notion de budget, c'est quelque chose que j'aborde en profondeur dans les programmes Le Nutri-Scope. Je te le répète très souvent, tu peux tout à fait manger équilibré, perdre du poids, sans faire régime en plus et sans exploser ton budget. C'est pour ça que toutes les fiches recettes et tous les menus que je donne dans le Nutri-Scope sont des menus et des recettes qui sont économiques, faciles à faire avec des ingrédients qu'on a tous dans nos placards. Donc si tu veux perdre du poids une bonne fois pour toutes, n'hésite pas à aller sur lenutriscope.fr, il y a des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, c'était un nouveau format pour moi, donc c'est important de savoir ce que t'en penses. Bien évidemment, si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!